quelle est la surface de votre poumon, de vos poumons? Bon, vu comme c'est fait, comme c'est à l'intérieur du corps, vous dites, bah, ça ne va pas être très grand. C'est énorme. Voilà, alors c'est quoi énorme? Plusieurs? Ah, c'est ça énorme, ah, d'accord. Non, en fait, c'est un terrain de foot. C'est un terrain de foot. Donc énorme, plusieurs mètres carrés pour. Voilà. Et plusieurs kilomètres carrés quand même, ça c'est alien, c'est pas nous. Hein. Alors, quelle est la différence? C'est le problème de la configuration. Alors, attention parce que sinon je vais commencer à démarrer sur un autre truc. C'est bon, quelqu'un a trouvé une piste? Non, il n'y a pas de magouille, hein, c'est pas un truc. Non. Alors là, si en plus je vous fais des magouilles ici, là c'est. On n'est pas même au tribunal. Bon, alors, donc maintenant, on va regarder par étapes. Vous allez voir combien c'est difficile. Hein? Alors, on écrit 24. Donc je fais une analyse rétrograde pour que ça soit plus facile. Mais là, cette analyse rétrograde, on ne l'effectue avec son cerveau qu'à partir du moment où on décide que la question est compliquée. Tant qu'on a décidé que la question est simple, on fait tout le reste. Alors, vous voyez en fait que bien, la première factorisation possible, c'est 4 fois 6. Donc normalement, là, tout le monde est content. Bien. Donc maintenant, je passe à la phase de mécontentement. Donc c'est juste la troisième étape. Hein. Donc je réécris le 6 et j'écris qu'en fait, le 4, c'est ça. Vous voyez? Bon, donc à partir du moment où vous avez décidé que le 4 c'est ça, vous en déduisez immédiatement que finalement, si vous faites ça, voilà. Donc en fait, ce qu'on trouve, c'est la solution en 4 étapes. Alors, donc on reprend, pour les pas simples, j'ai rien compris. 24, c'est 4 fois 6. Le 4, j'ai le droit de dire que c'est l'inverse du 1 quart. Voilà. Alors, donc maintenant on passe à ouais. Donc maintenant, à partir du moment où on est ici, eh bien en fait le 1 peut être le résultat de 4 moins 3. Et ensuite on refabrique ce 1 là. Et on voit donc une formule avec un seul objet qui obtient donc 24. Alors normalement, votre cerveau, qu'est-ce qu'il est censé faire? Au départ, il fait des opérations, il a une tendance à privilégier les opérations où il n'y a pas de division. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a décidé que c'était simple. Erreur. S'il avait décidé que c'était compliqué, il aurait immédiatement pensé aux divisions. Parce que les divisions sont toujours problématiques, puisque quand on divise par un nombre qui est inférieur à 1, en fait, on multiplie. Oui? Alors, donc maintenant je vous donne un autre exemple, complètement différent. C'est un problème, on pourrait dire d'optimisation, mais c'est relativement simple. Alors, vous avez donc un pont. Alors, s'il y en a parmi vous qui le connaissent, vous ne dites pas la solution aux autres. Hein. Donc, vous avez un pont, vous avez 2 rives. Voilà, il y a un fleuve là. Imaginons que ce soit le Rhône, quoi, par exemple. Et vous avez 4 individus. A, B, C et D. Alors, ces 4 individus traversent le pont avec une certaine vitesse. Alors celui-là le traverse avec 1 minute, sa vitesse, lui avec 2, lui avec 5 et lui avec 10. Le pont ne peut pas supporter le poids de plus de 2 personnes. D'accord? Alors, donc, la question est la suivante, mais je précise d'abord qu'ils ont une seule lampe torche, il fait nuit. Que 2 individus qui traversent le pont vont à la vitesse du plus lent. Et l'idée, c'est en combien de minutes ils traversent tous le pont. Voilà.
Donc, là, il est et30. Je vous laisse 2 minutes dans le silence absolu, puisque comme ça permettra d'activer votre néocortex, qui fait les choses les plus abstraites. Au maximum 2 personnes sur le coup. Et elle sert à rien. Il fait nuit. Non, elle sert la lampe, il fait nuit. On se tient sur le bambou. Non, mais même. Alors, on a besoin de la... C'est pour nous troubler, là, non? Voilà, imaginons qu'il n'y a pas de combat. Voilà, c'est ça. 19. Je me plais. Je ne me rappelle plus la question. La question, c'est en combien de temps ils passent tous de l'autre côté. C'est juste ça. 19. Il faut le noter, on a trouvé quelque chose. Parce que j'ai pas tout noté. La première fois, le passage comme tu fais une minute, après ça, on voit que ça Ils doivent passer qu'à 2, ouais. Ça fait 10. Mais il ne peut pas passer tous ensemble parce que le pont ne supporte Ah pas oui, le poids de non, tous les deux. Alors imaginons que comme il y a des ingénieurs, leur masse est identique. On est d'accord. Ils n'ont pas le droit de jeter l'un sur l'autre. Alors, ok, donc on a fait les 2 minutes qu'il fallait. Alors, vous avez trouvé quoi? 19. Sans lampe, 12 minutes. Comment sans lampe? Sans lampe, 12 minutes. Ah, sans lampe. Non mais ils sont tous morts dans le fleuve. Alors, on la refait. Donc normalement, alors ceux qui ont trouvé 19, c'est très bien. Ceux qui ont trouvé 22, c'est sans doute qu'ils n'ont pas calculé correctement, parce que ça doit être un 19 caché. Alors on reprend, et alors attention, hein, la solution que je vais donner, c'est une solution de deuxième agacement. D'accord? Alors c'est-à-dire qu'en fait, je vais dire que la solution est correcte, et ensuite je vais dire qu'il y a meilleur. Alors j'explique d'abord le correct. Donc je fais le A et le B, le A revient, je fais le A et le C, le A revient, et je fais le A plus le D. Donc ça me fait ici, ça me fait 2, ici ça fait 1, ici ça fait 5, ici ça fait 1, ici ça fait 10, et on est d'accord qu'on est à 19. Ok. Plus C, ça fait 18. Comment? Non, si il n'a pas besoin de revenir, s'il a la lampe, il éclaire et D. Et D, comment il fait pour revenir? Et oui, Il éclaire à travers le pont et l'autre il Alors, de toute façon, ne vous inquiétez pas, la solution est 17. Alors, la solution est 17, pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui se passe dans notre cerveau, c'est que quand on a différents objets et qu'il y en a un qui va plus vite, on utilise le plus vite. Mais quelle est l'erreur fondamentale ici? C'est qu'en fait, on oublie que tout le monde doit passer. Donc, pour savoir que tout le monde doit passer, il suffit de considérer quand c'est que passe le plus lent. Vous voyez? Donc là, vous prenez maintenant le problème complètement à l'envers. Vous vous en fichez complètement de la vitesse et vous prenez la lenteur. Si vous prenez donc maintenant la vitesse de la lenteur, vous allez vous rendre compte que quand les plus lents seront passés, on sera d'accord. Alors, une façon de faire passer les plus lents, c'est de les faire passer ensemble. Alors, vous faites donc C plus D. Donc C plus D vous donne 10 minutes. Alors le problème, c'est que C plus D a un problème, c'est qu'il faut ramener la lampe. Alors évidemment, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on envoie quelqu'un d'autre avant. Donc pour ramener la lampe, il faut que quelqu'un revienne, mais que ce soit ni l'un ni l'autre. Et pour que quelqu'un revienne, il faut que quelqu'un soit allé. Mais il faut que, pour que quelqu'un soit allé, il faut que quelqu'un soit revenu. Vous voyez? En créant donc juste cette ligne, je suis obligé d'avoir les 3 autres flèches. Alors je vous donne un exemple, donc je refais de l'agacement, je prends A plus B,
et je fais revenir B. Vous êtes d'accord? Donc je fais A plus B, je fais revenir B, je fais C plus D, et maintenant, je n'ai plus que ce que je dois faire. Ben B. A. Et il faut revenir. Non, il faut d'abord revenir. Chez B. Il faut faire A tout seul, puisque c'est la deuxième, et ensuite on a A plus B. On est d'accord? Donc ça nous fait 2, là ça fait 2, là ça fait 10, là ça fait 1, là ça fait 2, ça fait 17. Alors. Et pourquoi on pourrait faire 16? Pourquoi c'est pas le A qui revient en deuxième position? Mais s'il revient en deuxième position, Julie, il faudrait que le B revienne. C'est la même chose, hein, on est d'accord. Alors, donc maintenant en fait, on a ces deux positions. Normalement, ceux qui ont trouvé rapidement celle-là devraient se dire pourquoi je n'ai pas trouvé celle-là. En fait, vous n'avez pas trouvé celle-là parce qu'en fait, votre cerveau a trouvé la solution. Et parce que vous avez décidé que la solution était simple. Donc vous n'avez pas de... Par contre, si je vous avais dit par exemple, attention, c'est une question piège. Tous les gens qui avaient trouvé 19 auraient cherché autre chose. Mais d'accord? Vous auriez dit, mais non, mais je l'ai trouvé rapidement, ça ne peut pas être ça. Alors, quelle est la différence entre les deux? Comment on peut l'analyser maintenant au niveau de notre cerveau? Eh bien, on va compter le nombre d'occurrences. Alors, vous comptez les occurrences de A. Là, vous regardez ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et si vous comptez les occurrences de B, vous voyez en fait qu'on a 1. Les occurrences de C, on a 1. Et occurrences de D, on a 1. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait exactement ce qu'on fait dans les bureaux. C'est-à-dire que quand on a un type qui va plus vite que les autres, on lui fait faire tout le boulot. À la fin, il n'en peut plus. Et puis après, on a le phénomène de saturation. Ensuite, s'il doit partir du boulot, on prend le deuxième qui va plus vite que les autres. Et puis on continue. Maintenant, regardez l'analyse avec celui-là. En réalité, vous allez vous rendre compte qu'il y a très peu de différence. Sur le A, en fait, il y a 1, 2, 3. Sur le B, il y a 1, 2, 3. Et sur le C et le D, il y a 1. Donc la seule différence qui a été effectuée, c'est de prendre deux unités de A et de les mettre dans B. En faisant ce déplacement, en fait, on a une optimisation globale et plus une optimisation locale. Donc, quand votre cerveau considère que, dans le langage qu'il entend, quand il considère que c'est simple, il a tendance à faire de l'optimisation locale. S'il considère que c'est compliqué, il fait de l'optimisation globale. Donc, quand le problème est un peu plus compliqué, le cerveau se branche au plus compliqué et il le trouve relativement simple. Quand le problème, en fait, est compliqué, mais lui, il le considère comme simple, eh bien, il a une difficulté dans cette simplicité. Donc, la différence ici, c'est la chose suivante, c'est pour déplacer C et D, l'objectif, c'est de gagner 5 minutes. Pour gagner 5 minutes, il faut en sacrifier. Et le sacrifice s'effectue avec le A qui va être remplacé par du B. Donc, en réalité, c'est de l'investissement. Donc, vous avez une part d'investissement local sur le plan cérébral. Vous balancez l'information sur le B. Le B fait ce qu'il peut pour sauver la situation, à savoir que le C et le D doivent être toujours une seule fois activés. Donc, je vous rappelle, par exemple, si vous faites du saut en longueur, c'est l'équivalent du saut en longueur ici. Et ce qui va compter, qu'est-ce qui va compter? Vous savez, vous avez déjà vu du saut en longueur. Qu'est-ce qui compte? La vitesse. Non, la vitesse, c'est pas un effet, mais qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qu'on mesure? La distance. Mais quelle distance? Mais quoi? Entre la planche et quoi? Oui, mais soyez plus précis. Et le pied. La trace la plus proche. La trace. La trace la plus proche de la planche. Voilà, en fait, le pire. D'accord? Donc, refaisons maintenant le pire. Vous avez un entraîneur, il vous dit, il faut sauter loin. Quand vous sautez loin, et vous sautez mal, en France on saute toujours bien normalement, mais vous avez vos pieds et vous avez votre corps qui part. Corps, ça c'est mal, ça. Ça veut dire que vous n'avez pas utilisé tout votre potentiel. Donc l'idée en fait, c'est que vos pieds, quand ils arrivent,
qui soit cloué au sol, et vous redescendez, on mesure votre cul. Vous avez remarqué quand même ça, non? Alors ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a l'effet papillon, c'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, comme on va mesurer le point le plus retardé, ce qu'il faut, c'est que le point le plus retardé soit le plus devant. Par exemple, à la course, on compte ça. Donc vous voyez tous les types qui sont que de ça. Si on leur disait qu'on comptait le cul, ce serait que de ça. Vous voyez la différence? Je vois que vous ne suivez pas vraiment l'athlétisme. Il coupe le fil avec le torse. Voilà, donc on s'en fout de la tête. Il faut vraiment que ça soit ça. Donc ils vont couper comme ça. Donc au dernier moment, hop, ils font comme ça. Le type, il court normalement. Vous avez des gens qui courent comme ça, oui? Non. Alors qu'est-ce qu'ils font en fait? Ben, ils courent vite. Et ensuite, au dernier moment, ils font le calcul. Donc si je gagne un coup, top, je passe devant l'autre. Mais au saut, imaginez par exemple que ce soit le saut en longueur et qu'on vous dise ce qui compte, c'est le point le plus éloigné. Vous feriez quoi? Ah oui, vous plongeriez. Et on compterait votre main. Vous voyez? Donc, maintenant, essayons de réfléchir à la même chose. Bon, Julien, au niveau de l'athlétisme, ils n'en font pas beaucoup, hein, quand même. Alors, essayons de réfléchir de la même façon pour voir en fait que ça a des répercussions, par exemple, au saut en hauteur. Alors, les plus vieux, la vieille d'ici comme moi, normalement, ils connaissent le saut en hauteur d'avant. D'accord? Les plus jeunes, ils ne savent même pas ce que c'est. Bon. Le saut en hauteur, c'est quand même quelque chose de relativement simple. Vous avez un type, vous pouvez mettre une fin aussi. Bon. Et vous avez un obstacle. Et donc on lui dit en gros que toutes ces molécules-là doivent passer au-dessus. Non? Ouais. Voilà. Alors, donc ça c'est un problème relativement simple. Si vous regardez d'en haut, ça c'est le bonhomme, et ça c'est l'obstacle. Donc maintenant vous décidez que le problème est simple. Ça c'est votre cerveau, d'accord? Donc votre problème c'est 1, 3, 4, 6. Vous décidez que c'est simple. Ben, c'est très simple, vous faites ça. D'accord? Vous allez en ligne droite sur l'obstacle, et vous sautez par-dessus. Ah ouais, non. D'accord. Bon, le problème, en fait, ça c'est très bien pour un obstacle là. Mais si maintenant vous faites vraiment du saut en hauteur, le saut en hauteur, le vrai, nous ce qu'on compte comme vrai, c'est à partir du moment où vous sautez plus haut que votre hauteur. Indépendamment que ce soit combien plus haut. Ça veut dire tout de suite que si on vous met la barre ici, on te dit, voilà, tu sautes par-dessus ça, il y a tout de suite votre cerveau qui dit, ça c'est pas faisable naturellement. Tant que c'est plus bas, il va trouver une magouille. Dès qu'il voit ça, quand c'est plus haut, bon, il sait que c'est pas possible. Alors, regardez maintenant si on essaie de résoudre le problème de façon cérébrale. Bien, vous avez le même objectif, vous avez la même personne, mais d'un seul coup, son entraîneur lui dit, il ne faut pas courir linéairement, il faut courir sur un arc de cercle. Bon, là, il faut déjà avoir un problème cérébral. Hein. C'est-à-dire que si la première fois vous envoyez votre enfant sauter par-dessus un obstacle et il court sur un arc de cercle, vous avez un problème. Hein. Et oui. Soit vous avez un champion, soit vous avez l'autre catégorie. Qui est plus fréquente dans tous les sports. Alors, donc, en réalité, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit que, comme c'est impossible de sauter ça, il faut que quelque part vous récupériez de l'énergie que vous n'avez pas. Et en fait, c'est la force centrifuge. Donc la force centrifuge, elle vous balance sur le bord. Donc j'essaie de vous l'analyser de façon cohérente et concrète pour vous rendre compte que si on vous dit l'obstacle est là, la première chose que vous faites, c'est vous courez sur l'obstacle. Si on vous dit que l'obstacle est compliqué, il faut courir sur un arc de cercle et il faut courir comme ça. Si on vous le dit sans vous prévenir, vous dites le type il a un problème. L'entraîneur il est tombé sur la... Alors, en fait, il faut courir donc avec un angle, sur un arc de cercle, et ensuite, on peut sauter en libérant cette force juste au dernier moment, parce que finalement, vous allez vous rendre compte qu'au dernier moment, c'est plutôt qu'il se lâche de la force qui les pousse, et finalement, c'est elle, comme il se lâche, et qui ne court plus en diagonale, eh bien, il se libère. Alors, ça, c'est ce que j'essaie de vous dire, là, c'est de la technique. Mais à partir de quand cette technique a été faisable? C'est quoi l'innovation de cette technique?
Oui, Fosbury, bien sûr. Mais je ne parle pas de la culture, là. Quelle est l'innovation? Oui, mais continue. Ça, c'est pas l'innovation, ça, c'est l'exploitation de l'innovation. L'innovation, c'est le matelas. Ah ouais? Non, c'est le matelas. Au lieu du sable. Eh oui. Parce que même si tu fais Fosbury et tu connais toutes ces techniques, et tu sautes sur du sable de 2,30 m comme ça, sur le dos, tu fais un saut. Voilà. Et après, on te met ta croix dessus, et on te dit voilà, il est gagné. Non, l'idée en fait, c'était de dire qu'on arrivait à un niveau où le plus important, c'était pas de sauter, c'était de retomber. Alors qu'avant, quand on faisait rouleau, le plus important, c'était de sauter. Vous voyez, en fait, ça, c'est du raisonnement non uniforme. Alors, le raisonnement non uniforme, il est surprenant sur le plan cérébral, parce qu'en fait, on réfléchit à l'après, avant l'avant. Alors qu'en fait, quand on est dans un raisonnement uniforme, on réfléchit à l'après, après l'avant. Quand vous réfléchissez à l'après, après l'avant, c'est trop tard. Et quand vous réfléchissez donc à l'après, avant l'avant, c'est assez tôt pour faire ce que vous voulez. Donc l'un, c'est de la tactique, et l'autre, c'est de la stratégie. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est à partir du moment où est intervenu le matelas, la méthodologie de Fosbury était faisable. Donc tant qu'il n'y avait pas de matelas, c'est-à-dire que quand les gens considéraient à cette hauteur, de toute façon, ils ne vont pas se faire mal, ils retomberont sur leurs pieds. Et là, l'idée, justement, comme vous l'avez bien dit, c'est de ne pas retomber sur ses pieds. Donc, on va faire un exemple donc, de raisonnement non uniforme. Alors d'abord comme une sorte de jeu, mais ensuite comme une fonction. Alors qu'est-ce que ça veut dire un raisonnement uniforme? Eh bien, vous avez une segmentation temporelle, vous avez donc le passé, et ici vous avez le futur. Et puis vous avez